Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce quatrième jeudi de la FEMS. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vous représente en quelques mots ce que sont les jeudis de la FEMS. Alors c'est un nouveau format initié en ce début de l'année par notre association, donc un réseau de rencontres en ligne thématisées tous les 15 jours avec des interventions et des discussions informelles du réseau pour échanger sur vos actions actuelles durant, on va dire, la période de crise sanitaire et finalement, voilà, ce que vous en retirez. L'un des sujets qui nous est remonté de vos attentes est celui de l'engagement des bénévoles à nos côtés, soit dans la gouvernance des écomusées pour notamment les structures qui ont une forme associative, soit au sein de sociétés d'amis de musées pour des musées qui fonctionnent dans un cadre différent, notamment des établissements publics ou des établissements en régie directe. Et nous avons donc proposé ce thème qui a rencontré un large succès. Nous sommes aujourd'hui une trentaine et nous avons plusieurs invités, on va dire, autour de la caméra pour échanger avec vous. Donc le format de ce jeudi est un format vraiment de discussion que j'animerai pendant l'heure et demie. Vous avez bien sûr la possibilité de poser des questions dans le chat, de lever la main au cours ou à l'issue des échanges. Et dans les précautions peut-être d'usage, cette rencontre sera enregistrée. Nous la mettrons en ligne également à l'issue. Et donc, nous vous invitons, entre guillemets, à prendre vos précautions. Coupez votre micro si vous ne parlez pas pour éviter les bruits parasites. Et puis, bien sûr, si vous ne souhaitez pas apparaître à la caméra, vous avez tout loisir de couper votre caméra. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer par projeter la carte interactive du réseau. Comme cela, ça me permettra déjà de vous dire aussi la vitalité des établissements qui composent notre réseau de la FEMS et puis pour vous montrer les horizons géographiques divers d'où proviennent aujourd'hui nos intervenants. Alors, nous avons en premier lieu René Faure et Anne-Marie Leboc qui représentent la Fédération française des sociétés d'amis de musées. René Bock est le nouveau président. Il a été élu très récemment lors de l'Assemblée générale de la Fédération française des sociétés d'amis de musées. Il était précédemment, et c'est dans ce cadre-là que la FEMS avait eu l'occasion d'échanger et de nouer des relations avec lui. Il était précédemment président des Amis du Mucem de 2013 à 2020. Et Anne-Marie Leboc, quant à elle, a été élue à la vice-présidence de la FF-SAM et elle est présidente du groupement régional des Amis de musées de la région Normandie depuis 2007. Nous avons également autour de cette rencontre François Delouvrier, qui est vice-président de la Maison de l'Architecture et de banlieue à Athis-Mons, donc structure associative en région parisienne. Et puis nous avons également, pour représenter l'Est et l'Ouest, alors je commence par l'Est, Denis Leroy et Magali Destailleur, directeur et responsable des ressources humaines de l'Écomusée d'Alsace. Voilà, je pense qu'on ne présente plus l'écomusée d'Alsace, mais il a quand même connu des évolutions récentes et je laisserai tout à l'heure Magali Destailleur le présenter. Et puis également pour l'Ouest, le port-musée de Douarnenez avec Kelly-Kian Coteau et son équipe, notamment les collègues en charge du pôle public, Isabelle et Pierre, qui viendront également vous faire part de leur expérience. Donc bonjour à tous et toutes, bienvenue pour ce format de rencontre et donc sans plus attendre, je vais commencer par poser une question à la Fédération française des sociétés d'amis de musées, notamment en lien avec le baromètre social des associations culturelles que vient de faire paraître la COFAC, structure là aussi qui fédère un certain nombre d'associations d'éducation populaire, dont la FEMS et la FFSAM,
pouvez-vous nous présenter, on va dire, nous dire, alors déjà en quelques mots, quel est le rôle de votre association et puis quelle est votre position aujourd'hui par rapport à un sujet qui nous préoccupe tous, la question de la fermeture de nos établissements culturels, notamment des musées. René Faure, ouais, je vous laisse la parole. J'en mets mon micro. Oui, bonjour. Oui, donc je préside la Fédération française. Alors, la Fédération française, peut-être en quelques mots, la Fédération française des sociétés d'amis de musées, c'est une fédération qui regroupe 280 associations, qui accompagne 350 musées, dont 300 musées de France. Donc, si vous voulez, on accompagne à peu près le quart des musées qui ont l'appellation musée de France en France. Et puis, nous sommes implantés dans 230 localités. C'est-à-dire que nous avons un maillage qui est riche et dense sur l'ensemble du territoire, avec quelques faiblesses, notamment en Alsace, mais j'en parlerai avec les communautés d'Alsace. Mais sinon, nous sommes très bien répartis sur tout le territoire. Alors, le rôle de la fédération, il est double, bien sûr. C'est d'abord de fédérer, c'est-à-dire de porter les préoccupations communes des associations vers les institutions où nous sommes représentés, et bien sûr le ministère de la Culture, pour faire valoir nos préoccupations. Et puis l'autre rôle qui est disons, de permettre, de faciliter, d'encourager tous les échanges d'expériences entre les associations d'amis de musées. Et ça, c'est quelque chose, c'est un point qui, pour moi, pendant cette présidence, est fondamental, parce que, si vous voulez, je me rends compte qu'on a 280 associations qui sont avec nous, qui sont extrêmement diverses, parce qu'elles accompagnent des musées très différents dans leur thématique, dans leur tutelle. On a des grandes associations qui ont plus de 3 000, 4 000 adhérents, des petites associations. Le point moyen, c'est 200 adhérents, 250 adhérents par association, très diverses et en même temps donc très riches. Et je suis toujours frappé par la créativité, l'inventivité des associations pour créer des événements, pour accompagner le mieux possible, je dirais, le musée en fonction de ses besoins. Et donc cet échange d'expérience pour moi est fondamental. Donc c'est ça que ça va être avec Anne-Marie un de nos objectifs principaux. Et puis beaucoup plus largement, l'échange aussi au niveau international, puisque nous faisons partie de la Fédération mondiale des amis de musées. Donc on n'est pas seulement national, on se veut aussi échanger des expériences au point de vue international. Voilà en quelques mots ce qu'est la fédération. Alors notre attitude, disons, par rapport à la situation que nous vivons actuellement, je dirais autant le premier confinement était une situation, bon, on était tous confinés, pas d'activité pour les amis de musée, musée fermé, donc il a fallu faire face, pour garder surtout l'essentiel à ce moment-là, c'était de garder le lien avec nos adhérents et nos bénévoles. Le deuxième confinement, je dirais, on s'est senti un peu, comment dirais-je, on s'est senti un peu trahi au 15 décembre, parce qu'on avait la promesse oui, l'engagement de réouvrir les musées, et on s'est retrouvé avec, je dirais, cette fermeture prolongée, puisque maintenant on est à 4 mois et demi de fermeture des musées, donc aussi 4 mois et demi d'interruption de nos activités. Donc on a rédigé plusieurs communiqués de presse pour dire notre indignation sur cette fermeture des musées, cette prolongation. Je dirais que dans ce deuxième confinement, on a le fait qu'il y ait eu cette distinction entre ce qui était essentiel et ce qui n'était pas. Ça, je trouve ça catastrophique. Je pense que c'est une distinction qui n'aurait pas dû être faite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que quand même, quand on regarde tout ce qui reste ouvert actuellement, et quand on voit, je dirais, toutes les précautions qu'ont prises les musées à la fin du premier confinement pour pouvoir accueillir, je dirais, dans de très bonnes conditions sécuritaires le public, on pense toujours que on devrait pouvoir réouvrir les musées avec des conditions sanitaires satisfaisantes. C'est ce qu'ont dit d'ailleurs les directeurs de musées. Donc ça nous a... on reste dans cette incompréhension, et je dirais même que maintenant ça va un peu plus loin, c'est-à-dire que je dirais que l'ouverture des musées, pour nous, est quelque chose d'essentiel. C'est essentiel parce que c'est là qu'on fait société. Le partage de la culture est absolument fondamental. Et empêcher ce partage de la culture, c'est nous empêcher à nous tous de faire société.
Et ça me paraît grave. L'autre chose, avec ce confinement qui se prolonge, c'est aussi un sentiment que je perçois, qui commence à être un peu diffus, de dire finalement il y a des lieux où on peut aller qui ne sont pas dangereux, centres commerciaux, et puis le musée, non, c'est dangereux. Donc on reste fermé. Et donc je commence à avoir des craintes, vous voyez, sur le retour après du public vers les lieux culturels et notamment vers les musées. Ça dure depuis trop longtemps, à mon sens. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire en introduction, mais bien sûr après je compléterai sur l'un ou l'autre point. Peut-être une question de plus et on va ensuite partager la parole avec notre participant. Est-ce que vous avez des retours, on va dire, très concrets on va dire de la cessation des activités des sociétés d'amis musées où ces amis musées finalement se sont déjà réinventés, se sont tournés vers des actions, utilisent par exemple les leviers numériques tant pour, on va dire, leur travail associatif ou également pour participer aux pratiques culturelles ou travaux des musées. Quels sont les retours que vous avez là-dessus ? Oui, alors là aussi, deux confinements très différents. Le premier confinement, là, c'était la surprise totale. Et donc, la priorité, je dirais, absolue des associations, c'est de maintenir le lien entre les membres. Et si possible, avec les responsables des musées, mais surtout entre les membres. Au deuxième confinement, là, il n'y a pas eu de surprise, si je peux dire. Là, les associations, globalement, se sont organisées. Donc, autant au premier confinement, elles ont bien sûr relayé autant que possible, pour maintenir ce contact, toutes les expositions virtuelles qui étaient proposées par les musées, leur musée ou à l'extérieur. Donc on a découvert avec enchantement cette pratique numérique. Cet enchantement, il a disparu au deuxième confinement. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans une situation où à la fois on a envie de retrouver les musées, de retrouver les personnes en présentiel, tout en reconnaissant que, bien sûr, les visites virtuelles, c'est intéressant, c'est bien, on continue à en pratiquer. Alors, ce qui a beaucoup changé au deuxième confinement, c'est que là, les associations étudiantes étaient prêtes et beaucoup ont mis sur pied des visioconférences, qui des comptes sonores, des conférences organisées par les associations elles-mêmes. Donc ça, je dirais, c'est la grosse différence. Ce qui n'a pas changé pendant je dirais, tout le confinement, les deux confinements, c'est le soutien au musée, c'est-à-dire que les associations ont continué à faire du mécénat au profit des musées. Ça a toujours pu se faire et on a on a beaucoup de retours positifs. C'était même une façon, peut-être une façon concrète de garder le lien dans une de ces missions de soutien au développement culturel du musée qui est essentielle pour nous. Et peut-être, Anne-Marie, veux-tu compléter sur ce point ? Oui, effectivement, bonjour à tous. Effectivement, il y a une différence entre le premier et le deuxième confinement. Le premier confinement, ça a été la catastrophe, le ciel qui est tombé sur la tête pour tous les bénévoles, tout s'est arrêté. Mais grâce au numérique, quand même, les présidents de pas mal d'associations ont pris en main le moral de nos adhérents en leur envoyant des lettres pour expliquer la situation, pour expliquer que tous les efforts que nous avions faits pour organiser les sorties, les voyages, les conférences, les médiations, etc., tout cela a été anéanti, mais que nous essayons au mois de septembre de remettre sur pied. Donc ça a maintenu le lien avec les adhérents et les adhérents, grâce toujours au site internet de nos associations, ont posé des questions, se sont inscrits à des mini-films faits sur une œuvre par exemple pour pallier un petit peu à tous ces manques. Mais il faut avouer que ce qui a davantage manqué à nos adhérents, c'est le fait de se retrouver. Parce que quand on va à une médiation, on se retrouve par petits groupes. Et quand on va à une conférence, on se retrouve, on est une centaine à peu près à se retrouver. Et ça, c'est quelque chose qui leur a énormément manqué. Alors, entre les deux confinements, on a quand même réussi, on a eu le droit de faire quelques petites conférences. Les conférenciers ont accepté de venir
parce que moi, je parle pour la Normandie, hein, parce que je suis aussi vice-présidente des Amis de musée de la ville de Rouen. Et nous organisons beaucoup de conférences. Alors, quelques conférenciers ont accepté de venir de Paris pour faire leurs conférences, mais évidemment, il y avait moitié d'assistants, puisque les règles obligeaient à cela. Et on a vu la joie des adhérents de se retrouver, c'était phénoménal. Et pof, deuxième confinement, tout a été à nouveau annulé. Alors c'est là qu'il a fallu que nos associations se mettent au goût du jour. Et les conférenciers ont joué le jeu en transformant leurs conférences en présentiel sur la visioconférence. Et là, on a été très surpris, ça a très très bien marché. Nous avons un retour sensationnel avec des mails prouvant que les gens étaient heureux de se retrouver et de voir leurs amis sur l'écran aussi au tout début de la conférence. C'est pas grand-chose, c'est même peut-être ridicule, ça fait sourire, mais les adhérents étaient heureux de se retrouver. Alors, il faut quand même dire que le lien par le numérique a été un gros atout. Et j'ai quelques chiffres. Il y a 85% des présidents d'associations qui ont utilisé le numérique pour pouvoir continuer le lien avec les adhérents, leur envoyant des lettres pour leur dire n'oubliez pas, nous, on ne vous oublie pas, nous en tout cas, nous sommes là, l'association est toujours là. Et chose extraordinaire, les adhésions sont quand même venues, malgré le fait qu'il n'y ait plus d'activité en présentiel. Eh bien, les adhérents ont soutenu et effectivement, il y a eu une perte d'adhésion, mais beaucoup moins importante qu'on ne le redoutait. Et alors évidemment, le baromètre est assez maussade encore, hein, bien sûr. Tant que les musées ne sont pas réouverts, on n'aura pas la joie de retrouver tous les adhérents. Mais on espère qu'avec l'été, le baromètre va être meilleur et que les musées vont réouvrir. Alors là, ce sera le sourire pour tout le monde. Mais les associations ont tenu bon et je trouve que c'est vraiment une belle performance. Merci pour ce témoignage. Voilà, ces mots à la fois précis, concrets, et puis finalement, somme toute, encourageant aussi sur la capacité d'adaptation de vos sociétés d'amis. Ça va peut-être là aussi faire des petits, inspirer peut-être d'autres personnes autour de la table. J'aimerais poser à présent une question à François Delouvrier, puisque finalement la structure qu'il vice-préside est de nature différente. On n'est pas là dans le cas d'une société d'amis de musée, mais François Delouvrier, vous êtes vice-président de la structure gestionnaire même de la structure muséale ou écomuséale. J'aimerais vous poser une question voilà, sur la manière dont vous avez pu exercer la gouvernance, la relation bien sûr aux salariés. Voilà, est-ce que vous avez rencontré des difficultés, y compris peut-être d'un point de vue de la question de la trésorerie ou des recettes? Pouvez-vous nous apporter votre témoignage sur ce sujet? Si vous voulez, la Maison de la banlieue, c'est une petite structure par rapport à certaines que vous avez évoquées, qui ont été évoquées avant, mais c'est une structure associative qui a été créée par l'initiative de personnes de la ville d'Athis-Mons depuis une vingtaine d'années et qui est restée avec un fonds de participants et d'adhérents qui est en dominante sur le secteur d'Athis-Mons-Juvisy, c'est Sud-Orly. Hein. Et donc, cette clientèle, si je puis dire, de participants sont restés très fidèles et sont restés très en prise avec l'association. Il y a effectivement sur le plan du fonctionnement, à partir de ce nombre de gens adhérents, il y a un conseil d'administration qui fait une quinzaine de personnes, un groupe très soudé, très homogène sur les objectifs, hein, chacun a sa personnalité, mais très homogène sur les objectifs, disons constitué surtout de CSP+, du monde de l'éducation pas mal, et des professionnels
Moi-même, je suis urbaniste et il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé dans ces domaines-là. Donc, ce conseil d'administration a basculé sur le numérique comme tout le monde, a maintenu le rythme de réunion, disons tous les 2 mois à peu près, en présence très forte. Petit à petit, on s'est adapté à l'outil et l'ambiance qui était assez détendue avec de l'humour, mais aussi très, très efficace et sérieuse. Cette ambiance-là, elle s'est maintenue à travers les visioconférences, qui est un atout important. Et le groupe, pour l'instant, reste très soudé. Maintenant, sur le fonctionnement avec les 4 salariés plus la directrice, c'est la directrice, effectivement, de fait au quotidien la structure et le fonctionnement de la structure. Il y a effectivement une adaptation qui a été plus ou moins facile, comme pour beaucoup, de passer par des solutions hors présentiel. Donc, réadapter le travail, etc., qui n'est pas une mince affaire. Et la directrice a très bien géré ça. Il y a eu quelques problèmes d'une personne qui est un peu disjonctée, qui se sentait mal dans ce système-là. Et puis, bon, elle a essayé de maintenir aussi des temps de présentiel pour pouvoir garder la structure. Mais en même temps, alors, sur le plan des activités, il y a toute une partie des activités qui sont adressées au milieu scolaire. Donc ça, cette activité qui a été un peu freinée au début du premier confinement, a repris assez vite et reste en fonctionnement complet maintenant que aussi du côté de l'éducation nationale, les instituts et les profs ont le souci de sortir au moins intellectuellement, si je puis dire. Donc tout se passe en visite extérieure et ça fonctionne presque plein régime, hein, je dirais. Donc c'est à la fois des visites dans les classes avec des exposés et tout ça, et ensuite c'est quelques visites extérieures dans la mesure où elles ont pu être faites, que les transports de cars puissent être réglés, etc. Voilà, il y a un certain nombre d'activités, plus aussi quelques activités comme des jeux notamment, ou des défis photos qui ont été traités uniquement par Internet et plus en présentiel. L'autre aspect qui n'a pas changé et qui est lié à la mobilité dont je parlais tout à l'heure, la production de base de la banlieue, c'est de faire un cahier thématique tous les ans. Ce qui fait que maintenant, depuis une vingtaine d'années, on a 22 ou 23 cahiers qui sont assortis d'une exposition qui est transportable. Donc, cette activité continue. On a produit un cahier l'année dernière, on s'apprête à en produire un cette année, et ce cahier, c'est sur un thème. On a une dizaine, entre 10 et 15 collaborateurs qui produisent des articles. Alors, il y a une partie de bénévoles, je sais pas, entre 5, oui, autour de 5, 7, 8, ça dépend des thèmes, qui restent tout à fait fidèles et présents. Et puis ensuite, l'autre partie, c'est des professionnels, mais on peut dire un peu bénévoles. Bénévoles dans le fait qu'ils apportent des contributions à ces thèmes-là que la directrice, avec son équipe, choisit, entre en relation avec eux, et le tout étant piloté par un comité directeur, c'est un bien grand mot, par un groupe de travail qui affine les thématiques, qui regarde les sujets et qui contribue aussi à trouver des interlocuteurs. Donc cette activité, elle est totalement maintenue, elle fonctionne évidemment, chacun écrit dans son coin, et puis ensuite, alors il y a un gros travail qui est aussi apporté par des bénévoles, qui est un travail de relecture. Hein, on a entre 10 et 15 articles entre 2 et 6 pages ou 8 pages. Donc il y a un énorme travail
de relecture, plus alors tout le travail qui est fait sur la recherche d'iconographie, sur tout ce qui accompagne la mise en page, etc., tout ce qui accompagne le cahier. Voilà ce que je peux dire dans les De ce actuels. que je comprends, votre témoignage est intéressant parce que finalement, vous êtes dans une structure, on aurait peut-être pu le préciser à ceux qui ne connaissent pas la Maison de la banlieue, qui n'a pas de collection, que finalement votre territoire scientifique et culturel, c'est la ville. Donc finalement, vous arrivez, dans le témoignage que vous nous livrez, à maintenir quand même une activité forte, avec l'implication des bénévoles, on va dire, qui s'adaptent voilà, aux contraintes qui sont les nôtres à tous en ce moment, mais finalement peut-être avec plus de facilité, si j'ose employer ce mot, que certains sites où finalement la relation aux collections, où finalement la structure va être basée plutôt sur la réunion physique des personnes. Alors justement, oui. j'aimerais peut-être me tourner… J'ai juste un tout petit complément à apporter, c'est que on a dû abandonner provisoirement les visites, et en particulier qui étaient des visites le week-end, le samedi, qui étaient adressées surtout à des adultes. Donc ça, malheureusement, c'était quelque chose d'important parce que c'était aussi le lien convivial que ça pouvait apporter. Et puis on mobilisait des gens qui venaient faire des exposés, c'était des balades urbaines en gros. Hein. Donc ça, on a dû abandonner. Donc ça, effectivement, on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir les reprendre. Voilà le complément que je pouvais apporter. Merci. Alors, je vais me tourner vers les collègues du Port-Musée de Douarnenez, s'ils sont toujours avec nous. Port-Musée de Douarnenez, je vais laisser Kélican Coto, son directeur, voilà, le présenter en quelques mots. Il est accompagné d'Isabelle Ménard à la politique des publics et Pierre Gestin, médiateur culturel, qui sont justement en charge de l'animation et de la relation aux bénévoles, qui est très forte dans leur structure. Alors, voilà, je voudrais vous poser une première question, peut-être nous présenter le cadre normal des liens qui sont entretenus avec les bénévoles au Port-Musée. Et puis, qu'est-ce que la crise sanitaire et les deux confinements, ainsi que la situation d'aujourd'hui, a changé dans vos relations? Donc là, commence à nous. Excuse-moi Céline, j'étais sur une petite pause technique. Donc, présentation du musée et de la façon dont on fonctionne, c'est ça, je comprends. Vous m'entendez là avec le micro? Oui? Très bien. Très bien. Ok. Bon, effectivement, on a un établissement en fait qui est un petit peu atypique parce qu'on a une partie intérieure et une partie plein air aussi. Donc, ce qui fait qu'on n'a peut-être pas réagi tout à fait de la même façon que d'autres musées par rapport à cette crise. Et puis, on a une tradition depuis quelques années de travail justement en association avec des bénévoles de façon importante, qui sont structurés par diverses associations. En fait, on n'a pas que l'association des Amis du Port-Musée, on a aussi d'autres associations satellites qui se sont greffées à nous. Et donc en fait, on a des brigades de bénévoles qui travaillent avec nous à la fois sur les animations, la diffusion auprès du public, mais également en fait, qui travaillent également sur les collections avec nous, et qui travaillent également sur des opérations hors les murs, de la valorisation d'un certain nombre de fonds photographiques en particulier, en participant à des propositions sur un territoire élargi de commissariat d'exposition et de diffusion d'exposition. Donc évidemment, la crise sanitaire nous a touchés aussi sur tous ces aspects, notamment le premier confinement, où sur la partie justement des bénévoles qui travaillent avec nous sur les collections, donc c'était des rendez-vous réguliers, c'est-à-dire que on a une salle dédiée qui est attenante aux réserves, sur lesquelles des bénévoles interviennent en fait quotidiennement, enfin hebdomadairement, notamment à peu près 3 jours par semaine. En fait, on avait des groupes de bénévoles qui venaient pour travailler sur l'inventaire, le reconditionnement des collections, et la documentation de ces collections. Donc cette partie sur les collections, on a été obligé de l'annuler, hein, de la reporter, puisqu'on était vraiment dans le cœur même de l'institution muséale, et que donc réglementairement, on n'était pas habilité à accueillir du personnel extérieur.
Donc cette partie-là, c'est la partie qui a peut-être été le plus impactée, notamment lors du premier et puis du deuxième confinement. Sur la partie animation, Isabelle en dira certainement un mot par rapport notamment à notre groupe d'anciens marins-pêcheurs qui venaient l'été justement participer en fait à cette diffusion auprès du public, assurer cette présence et entrer en communication avec le public de façon assez régulière pendant l'été. Cette population, enfin ces personnes en l'occurrence sont des personnes à risque. Donc, évidemment, cet été, on a été obligé aussi d'annuler en fait ces rendez-vous-là. En revanche, sur la période de l'interconfinement, donc la période estivale, étant donné qu'on était un site de plein air et qu'on était un ERP, un établissement recevant du public, on a pu réglementairement mettre en place en fait une série d'animations et de concerts. Je sais que ça peut surprendre, mais voilà, régulièrement, en fait, tous les vendredis, on a créé une programmation musicale et de concerts sur les estacades du port-musée. Donc, c'est un ouvrage portuaire hein, en lien, en fait, avec les bateaux à flot. Et on a utilisé les bateaux comme scène et l'estacade comme lieu pour recevoir du public dans des conditions réglementaires au niveau sanitaire, c'est-à-dire en maintenant des distances, en ayant un accompagnement avec les bénévoles qui nous ont servi, qui nous ont aidés à ce moment-là à gérer les flux, de façon à ce qu'on soit dans les clous au niveau des normes sanitaires. Et ça a été une opération qui a été particulièrement appréciée non seulement du public, mais aussi, je crois, de ces bénévoles qui se sont sentis véritablement impliqués et avec un rôle important dans le fait de pouvoir maintenir en fait une activité culturelle tout au long de l'été, puisque ce sont, je crois, 9 concerts. Hein, c'est 9 concerts qu'on a organisés comme ça, avec des musiciens professionnels, hein, voilà, et une diversité de la programmation. Qui se voulait être aussi en lien en fait avec nos collections et avec le rapport que les collections entretiennent avec la dimension universelle du monde au niveau du port-musée. Enfin, le troisième aspect, c'est ce volet aussi de bénévoles qui sont structurés particulièrement autour de certains fonds, certaines collections que l'on conserve, et notamment des fonds d'ateliers d'artistes photographiques, et qui opère sur la valorisation de ces fonds en dehors des espaces du musée. Et on a pu, avec notamment l'association des Amis de Michel Tersiquel, organiser et monter et organiser une exposition à Brest sur le site des Capucins. On a pu réellement la réaliser à partir de décembre. Elle est encore en place, en fait, jusqu'à avril. Et elle est ouverte au public sur un site majeur de la ville de Brest, hein, qui est le site des Capucins, qui est un site qui a été rénové récemment, et qui est ouvert au public actuellement parce qu'il est associé, en fait, c'est un espace d'exposition qui est associé à une galerie marchande. Et du même coup, cet espace-là est ouvert au public, à proximité de la médiathèque de Brest. Et donc, on a pu, justement, avec ce groupe des Amis de Michel Tersiquel, poursuivre, en fait, ces opérations d'exposition. Et enfin, il y a un dernier volet dont je ne parlais pas au départ, mais qui est réel aussi, c'est que nous, on s'est reconcentré, donc d'une part, l'équipe du musée s'est reconcentrée sur ses collections dans cette période un peu compliquée, mais elle a aussi, du coup, elle s'est aussi, reconcentrée aussi sur des politiques de publication. Et dans le cadre de ces politiques de publication, on a associé aussi certains de nos bénévoles sur le suivi de ces publications, la rédaction notamment d'articles pour ceux qui avaient eu une implication scientifique dans le projet dans ces projets éditoriaux. Merci Kéliane peut-être pour ces premiers éléments. Est-ce que vous pourriez nous faire part s'il y en a eu, des besoins exprimés par les bénévoles? Alors vous avez, tu as un peu expliqué comment vous y avez répondu, comment vous y êtes adapté, mais est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce qu'il y a eu une négociation, voilà, de manière très concrète par rapport à des demandes de bénévoles que vous n'avez pas pu satisfaire? Oui, alors si je reviens sur le premier volet justement, qui est celui
des bénévoles qui étaient impliqués sur des projets autour de la conservation et qui avaient donc des rendez-vous très réguliers au niveau du musée. J'entends par là que, par exemple, le lundi, on avait tel groupe, le mardi, on avait tel groupe, le jeudi, on avait tel groupe, et ces gens-là interviennent en fait au niveau des réserves du musée, sous le contrôle du régisseur des collections. Mais ils avaient ces habitudes régulières de venir hebdomadairement au musée, et pour eux c'est important puisque ça avait petit à petit aussi structuré leur quotidien. Donc le fait de tout d'un coup couper cette possibilité-là a été plus ou moins bien vécu par eux. Il y a eu une compréhension bien sûr du contexte sanitaire global, mais évidemment, au fur et à mesure des fluctuations de ce qui se dit dans les médias, de ce qui se dit au niveau du gouvernement, etc., ils attendent à chaque fois la possibilité de revenir et ils ont une demande forte de vouloir revenir. Ce qui pourrait se comprendre, en fait, et ce qui pourrait se gérer. Sauf que, de l'autre côté, on a aussi la réglementation qui est appliquée au niveau de la collectivité ici. On a aussi une pression au niveau des inquiétudes de certains personnels par rapport au fait de faire intervenir des gens de l'extérieur à l'intérieur de la structure, alors que le mot d'ordre, grosso modo, global qui est entendu à l'échelle nationale, c'est plutôt le télétravail, c'est plutôt justement le fait de limiter le présentiel. Donc c'est une négociation, c'est une négociation, c'est une discussion, une médiation qu'il a fallu mettre en place et sur lequel il faut souvent parfois revenir parce que effectivement, et je comprends tout à fait, on a certains bénévoles qui souhaitent vraiment retrouver une activité, retrouver une animation. C'est des choses aussi dont ils ont besoin, je pense, dans leurs relations sociales, dans leur façon de se percevoir comme utile à la société. Et donc ça, voilà, c'est un écueil sur lequel il a fallu un petit peu travailler. Alors, sur certaines catégories, je dis, on a pu le gérer assez bien. Sur d'autres, il y a eu un peu une déliquescence qu'on essaye maintenant de remettre en route en utilisant le fait qu'on a, nous, dans notre équipement, une proximité immédiate avec la médiathèque. Et donc, on a des salles communes, musée-médiathèque, sur lesquelles on peut jouer, entre guillemets, pour pouvoir réorganiser sous contrôle de conditions sanitaires des rencontres in situ. Parce qu'en fait, on s'aperçoit vite que les visios, ça peut fonctionner pas mal, effectivement, mais ça ne convient pas à tout le monde. Et puis, il y a un moment donné où il faut quand même se voir, quoi, je pense. Est-ce que je réponds? Merci Kéliken de ces premiers éléments. Je pense que c'était très concret et ça montre effectivement voilà, des éléments de paradoxe finalement auxquels nous sommes confrontés avec effectivement cette injonction à respecter le cadre global pour limiter la propagation de l'épidémie. Et en même temps, ce qu'on affirme, et la FEMS en effet le relais voilà, dans la lettre ouverte, dans les communiqués que nous avons pu faire dans nos différentes prises de parole sur le rôle social de nos structures. Du coup, ça me fait une transition, somme toute, bien trouvée avec les collègues de l'écomusée d'Alsace. Je ne sais pas si Denis Leroy nous a rejoints, mais Magali Destayer, la responsable des ressources humaines, était bien présente. Voilà, j'aimerais que vous nous peut-être fassiez part en écho aux propos que Kéliken Koso vient de détailler pour Douarnenez, si vous, en Alsace, vous avez les mêmes problématiques, si elles sont un petit peu différentes, voilà, que vous nous livriez votre retour d'expérience par rapport à ce qui a changé dans l'engagement des bénévoles, je dirais. Alors, je pense qu'on ne peut même pas dire avant et après, puisqu'on est toujours dans le pendant, mais finalement, quelle est la situation aujourd'hui? Comment vous la gérez? Oui, bonjour à tous. Et donc, en fait, je retrouve beaucoup de choses similaires dans ce qu'on vient d'entendre. Effectivement, on a géré un petit peu les mêmes problématiques. Nous, quand le premier confinement est arrivé, on était en période de fermeture, puisque l'écomusée ferme de janvier à fin mars à peu près, hein, et pour réouvrir en général avril jusqu'à la fin de l'année avec une petite coupure en novembre pour mettre en place Noël.
Donc nous, quand le premier confinement est arrivé, on était en train de recruter nos équipes de saisonniers. Donc on s'est retrouvé du jour au lendemain à renvoyer tout le monde chez soi, salariés, bénévoles, puisque les bénévoles chez nous sont présents régulièrement, puisqu'on a des journées de chantier où ils sont là, en général les jeudis, plus ils participent aux activités du musée quand le musée est ouvert. Donc, on a tout stoppé dans un premier temps, ne sachant pas quelles étaient les mesures, qu'est-ce qu'on allait faire. On s'est retrouvés, Denis Leroy et moi-même, les seuls salariés en activité. Donc, on avait notre grand musée pour nous tout seuls, à deux. C'était assez étrange. Et donc là, il a fallu effectivement aussi expliquer aux bénévoles le fait de ne pas venir dans un premier temps. Pour la petite anecdote, un jour, on regardait par la fenêtre et on a vu un bénévole traverser en bas en lui demandant ce qu'il faisait là. Et il a dit, mais je ne vais pas rester chez moi, je suis mieux allé qu'au musée. Et on l'a gentiment renvoyé chez lui, puisqu'en fait, on n'avait pas pour le moment d'autorisation de les faire venir. Et puis, bon, on ne pouvait pas privilégier l'un et pas l'autre. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué dans un premier temps. Donc, ça a été à l'arrêt complet. Et ensuite, quand la situation, le confinement s'est arrêté, nous, on n'a pas réouvert tout de suite. On a attendu un petit temps, le temps de remettre toute la machine en route. Donc, vers la mi-mai, fin mai, il me semble que les musées ont eu le droit de réouvrir au public. Nous, on a pris la décision d'ouvrir au 1er juillet pour pouvoir bien accueillir les visiteurs. Et là, on a refait venir les bénévoles par petits groupes pour pouvoir participer au chantier de remise je dirais de remise en état du musée pour pouvoir préparer l'ouverture. Et du coup, effectivement, il a fallu aussi gérer pourquoi les bénévoles venaient, pourquoi les salariés étaient au chômage. Enfin, il a fallu aussi doser entre les deux. Donc nous, nos salariés chez nous, certains sont aussi bénévoles, donc ils venaient du coup en tant que bénévoles s'occuper de la peinture, des chantiers plutôt que de leur propre travail. Donc on a trouvé un équilibre comme ça. On a mis en place aussi effectivement pendant cette période du lien par des visios, puisqu'on fait effectivement normalement des réunions mensuelles où on parle du musée, on parle de tout un tas de choses, donc on les a mises en place en visio. Alors, ça a ses limites aussi, puisque notre public de bénévoles est quand même un public âgé. Donc, ils ont découvert les joies de l'informatique pour certains. Et ça ne satisfaisait pas forcément tout le monde, parce que la visio, ça ne remplace pas le présentiel. Et on sentait qu'ils avaient un vrai besoin de venir sur place, quoi, et de se sentir utile. Donc, on a remis en place des chantiers organisés par petits groupes. On a supprimé les repas, puisque effectivement, nous, on donne des repas aux bénévoles quand ils viennent sur ces chantiers. Donc, on a mis ça en suspens. Et on a réintroduit nos bénévoles petit à petit dans le système. Certains sont quand même venus. Il y a eu des petites exceptions pour tout ce qui était… puisque nous, on s'organise par corporation. Donc, on a une corporation qui sont des apiculteurs. Donc, les abeilles avaient besoin de soins. On ne pouvait pas… tout ce qui est animaux, puisqu'on a des animaux de la ferme aussi, avait besoin… on ne pouvait pas se mettre en confinement total. Donc, on a sélectionné et on a fait des petits groupes, voilà. Et puis après, quand on a pu ouvrir le musée, on a refonctionné, je dirais, pratiquement comme à la normale. On a supprimé quelques animations qui étaient prévues, type des soirées, des nocturnes, où on avait des bals champêtres et des choses comme ça. Mais sinon, notre musée a fonctionné correctement, même très bien. On a eu une fréquentation qui était assez exceptionnelle pour la situation. Et donc là, nos bénévoles ont participé à la vie du musée. Et puis voilà, après, pour le deuxième confinement, nous, on avait pris par anticipation la décision de ne pas ouvrir à la saison de Noël, ce qui était une décision très difficile, mais économiquement, on avait trop peur qu'elle ne soit pas rentable, qu'on n'aurait pas notre clientèle au rendez-vous, et la peur aussi de se retrouver avec une mise en place d'un site qui est quand même… pas des moindres, et d'une fermeture. Et finalement, on a eu du nez, puisque on a eu le deuxième confinement qui est arrivé 2 jours avant la fermeture du musée pour la préparation de Noël. Donc là, de nouveau, bénévoles et salariés absents du musée. Donc, on a remis en place de nouveau des visios. On a aussi gardé du lien, puisque nous, on a ce qu'on appelle l'Ecomus, qui est un journal interne, qui est fait d'ailleurs par des bénévoles et en partenariat avec notre service de communication
pour essayer de garder du lien, où on a partagé des sujets divers. Le service de communication aussi chez nous a beaucoup fait en sorte de garder du lien avec le visiteur, mais aussi avec les bénévoles. On a tourné des vidéos, on a essayé de montrer des images du musée, on a essayé de faire des animations filmées. Enfin, on a essayé vraiment de garder du lien pour montrer qu'on existait toujours. Et donc, via les réseaux sociaux, on a essayé vraiment de mettre des choses en place. Mais c'est vrai qu'on a ressenti vraiment un besoin des bénévoles de venir et ça n'a pas toujours été simple de leur faire comprendre qu'ils ne pouvaient pas venir. Ce n'était pas nous qui ne voulions pas, c'est qu'eux ne pouvaient pas. Et donc là, maintenant, on réorganise un petit peu en ce moment ces groupes du jeudi. Alors, par petits groupes de 6, on a l'avantage d'avoir quand même beaucoup d'espace extérieur. Donc, on privilégie tous les chantiers qui sont à l'extérieur. Pour qu'ils puissent quand même venir de nouveau par petits groupes le jeudi et le samedi pour retravailler et puis pour quand même entretenir le site et préparer d'une certaine manière notre ouverture qu'on espère prochaine. Voilà un peu comment on a géré ça. Merci de ce témoignage, Magali. Alors, je propose tranquillement pour les personnes qui voudraient poser des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à les poser dans le chat. Vous pouvez les poser bien sûr dès à présent. S'il y a des compléments, de retour d'expérience ou des questions à poser à nos intervenants. Moi, j'en avais une dernière, peut-être le temps que les uns les autres réfléchissent soi-même à son jeu de questions, qui n'est pas adressé finalement à quelqu'un en particulier, qui est une question assez ouverte, alors difficile, qui est finalement la manière dont les uns et les autres vous vous projetez, avec notamment la progression de la vaccination, alors pour l'instant qui reste limitée à la partie de la population les plus âgés, alors qui coïncide partiellement avec les amis de musée, mais il y a aussi des amis de musée et des bénévoles qui sont beaucoup plus jeunes. Quelles perspectives, du coup, vous voyez dans l'évolution de la relation, de l'engagement avec les bénévoles, et notamment si les musées restent encore fermés? C'est vrai que là, on n'a vraiment pour l'instant aucune visibilité, c'est le brouillard complet. Comment vous voyez les choses les uns et les autres? Peut-être qu'Elikiane, tu y as déjà réfléchi. Alors nous, vous voyez, on commence à renouer en fait avec les bénévoles qu'on avait été obligés de mettre un petit peu à l'écart. Donc on commence à renouer avec eux et à les réunir justement grâce à ces salles en fait communes qu'on a avec la médiathèque sur lesquelles on est susceptible d'accueillir un peu de public. Et on commence à envisager l'été en fait. On se projette sur l'été maintenant parce qu'on se dit qu'avril, mai, c'est peut-être pas gagné. Donc nous, on part plutôt sur une hypothèse fin mai, début juin pour une possible réouverture. Et ce qu'on espère, c'est pouvoir reprendre le fil en fait avec justement ces animations estivales qui vont être complétées aussi. Hein. L'expérience qu'on a eue l'année dernière, je reviens par rapport au concert dont je faisais état tout à l'heure. C'était quelque chose d'assez nouveau, mais grosso modo, c'est la ville qui nous avait demandé d'essayer de sauver la saison culturelle et touristique ici à Douarnenez en créant un festival d'animation autour de ces concerts. Et comme ça a particulièrement bien marché de ce côté-là, ça s'inscrit maintenant dans la durée et on nous demande de poursuivre en fait cette expérience-là. Et c'est une demande qui est à la fois issue de la collectivité, mais c'est une demande aussi qu'on a ressentie de la part du public, et c'est une demande aussi qu'on a ressentie de la part de nos bénévoles qui ont participé à l'organisation de ces concerts, parce que vraiment ils ont apprécié et se sont sentis vraiment impliqués dans quelque chose. Donc on a sur cette période estivale, on espère sur cette période estivale à la fois pouvoir poursuivre cet espace de concert, on espère aussi pouvoir réassocier nos groupes d'anciens marins-pêcheurs qui reviennent en fait au contact du public. Et là, on va commencer en fait à avoir quelques rencontres avec eux pour voir comment faire. On sait que certains, justement, bénéficient de vaccination. Alors, c'est peut-être une des conditions qu'on mettra dans ces aspects. Je pense que ça les rassure eux aussi de ce côté-là.
et sur les aspects collection, donc les interventions régulières au niveau des collections des bénévoles qui autrefois venaient hebdomadairement intervenir sur les réserves. Là aussi, on est un petit peu en discussion par rapport à ça. Est-ce qu'on va conditionner leur venue au fait justement d'être vaccinés ou pas? C'est pas simplement... c'est pas un détail parce que je pense que ça rassure aussi une partie du personnel du musée de savoir que les gens qui viennent de l'extérieur et qui viennent à l'intérieur du musée le sont sous conditions, et notamment quand il s'agit de personnes qui, a priori, sont fragiles, puisque c'est vrai que ces bénévoles, souvent, sont des gens qui sont à la retraite, en fait, en réalité. Donc, voilà. L'exception qu'on a menée jusque-là, depuis la rentrée, c'est avec les étudiants, d'une façon générale, à la demande en fait, des universitaires, qui nous ont alertés sur les difficultés pour les étudiants et leur état psychologique, entre guillemets, notamment sur les masters pro, qui ont déjà vu pour beaucoup leur stage de l'année dernière se voir annulé ou réduit dans des conditions draconiennes, et qui aujourd'hui sont en master 2, donc avec un deuxième stage qu'ils doivent effectuer, et que dans ces contextes de master pro, la plus-value, c'est quand même le stage. Donc, j'ai accepté, en fait, c'est la seule exception que j'ai faite pour le moment, j'ai accepté que des étudiants viennent faire leur stage de 5 à 6 mois au musée en tant que master pro, bon, avec des conditions sanitaires requises, mais j'ai accepté qu'ils viennent, en fait, à l'intérieur des espaces muséaux proprement dit, quoi. Voilà. Bon, en gros, ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, dans les 2-3 mois, on y voit plus clair de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on a aussi une demande, peut-être Isabelle, tu pourras revenir là-dessus, c'est qu'on sent de la part de nos anciens le besoin de revenir aussi. Oui. Oui, moi je peux parler plus précisément de ces anciens marins avec lesquels on travaille sur la médiation et les animations estivales. Pour moi, ici au musée, il y a différents niveaux de bénévoles. Et ces anciens marins sont, on pourrait dire, des électrons libres. Ils ne font pas partie d'une association particulière. Ils sont là en tant que personnes, sous convention avec nous. Et eux, c'est principalement leur seule activité extérieure de leur quotidien. Donc pour eux, c'est vraiment fondamental, la présence au musée, le travail avec le musée. Donc pour eux, c'est très important. C'est pour ça qu'on les a... on les a pas lâchés, quoi. Hein. On essaye de se voir, même de façon informelle, à l'extérieur, à distance, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas des bénévoles. Historiquement, les Amis du musée, c'est une association qui a aussi une activité propre, qui n'est pas forcément liée au musée. Donc ces gens ont des activités, qu'ils arrivent à... Ils ne sont pas forcément en détresse, entre guillemets, par rapport à leur action avec le musée. Et puis par rapport aux bénévoles qui travaillent sur les fonds photographiques, eux, ils sont beaucoup plus demandeurs parce que ce sont des bénévoles pour un projet. Et donc eux, ils sont vraiment en attente de pouvoir continuer à bosser sur leur projet. Donc en ce qui concerne les anciens, oui, c'est comme tous les anciens bénévoles. Il faut être présent, il faut les appeler, il faut trouver des temps pour... hier, par exemple, on a trouvé un moment pour passer une petite heure avec eux en distance, mais quand même, bon, voilà. Et la question a été posée hier, qu'est-ce qui va en être de cet été? Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Est-ce que ça sera possible de faire des animations, etc. Bon, comme l'a dit Kelly, de toute façon, la vaccination, ils sont 4 et il y en a 2 qui sont vaccinés, 2 qui ne le sont pas pour l'instant. Ça sera, je pense, la seule possibilité, que ce soit pour eux comme pour nous, ça rassure tout le monde. Mais de mon point de vue, c'est eux qui sont le plus demandeurs, parce que c'est vraiment pour eux une valorisation de leur parcours professionnel, une valorisation de leur savoir, de leur savoir-faire, qui peut s'exprimer que par l'intermédiaire du musée. Donc c'est leur seule porte pour faire valoir leur parcours personnel. Et c'est vraiment important pour eux de transmettre, cet outil de transmission, pour eux, il est vraiment important. Sans le musée, ils ne peuvent pas transmettre. Donc, c'est vraiment, ils sont très demandeurs. Merci Isabelle de ce témoignage. Est-ce que au niveau de la fédération, René ou Anne-Marie, vous avez envie, vous, peut-être
d'apporter un complément? Vous avez réfléchi à cette question des perspectives, mais peut-être qu'il y a aussi Oui. des questions dans Je veux bien répondre, René, si tu veux. Des exemples très, très concrets. En fait, je parle pour la Normandie, hein, toujours, et notamment pour Rouen. Pour l'instant, nous nous contentons encore des conférences en visio qui marchent très bien, mais à partir du mois de septembre, même peut-être plutôt octobre, nous envisageons reprendre les sorties à la journée, parce que nous pensons qu'à cette période, les gens, comme nous l'avons dit tout à l'heure, seront davantage vaccinés, même peut-être tous vaccinés, parce que nous avons aussi une clientèle assez âgée. Et nous pensons aussi reprendre les voyages. Alors, aurons-nous le droit de reprendre les cycles de conférences à l'intérieur de l'auditorium? Ça, c'est le gouvernement qui nous donnera le feu vert s'il nous le donne. Sinon, on les continuera en visioconférence puisque c'est une expérience qui a fonctionné. Les gens sont prêts à continuer, mais à condition que ça ne dure pas trop longtemps. Et j'espère quand même qu'en 2022, tout sera réalisé de façon présentielle. Et puis, il y a aussi le fait que le musée a des expositions qui sont toutes prêtes, notamment une avec le Muséum de Marseille, sur Salammbô. Aurons-nous le droit d'ouvrir cette exposition? Rien n'est encore précis. Alors, je dirais que l'horizon est quand même plus sympathique. Il y a des espoirs. En tout cas, nous, les organisateurs, les bénévoles, nous préparons tout. Nous allons faire un programme comme si tout allait revenir à la normale, parce qu'on mise beaucoup sur la vaccination et le fait que les gens seront rassurés, pourront revenir et on espère qu'ils auront le droit de revenir. Est-ce que dans l'assistance, aujourd'hui, il y a des sites qui ont déjà réouvert, notamment sur des jardins ou des extérieurs, puisqu'on a vu que c'est un sujet dont nous ont fait part un certain nombre de collègues, le MUSEM notamment, a tout son, on va dire, ses promenades extérieures. Le Fort Saint-Jean est ouvert avec des propositions culturelles, de photographie notamment en extérieur, le musée Rodin. En Bretagne, le site de Trévarès, par exemple, est ouvert. Et voilà, je m'interrogeais, moi, sur le cadre réglementaire et son évolution sur la notion de balades urbaines, puisque effectivement, tout semble à l'arrêt, en tout cas pour l'instant, mais il y a déjà des collectivités qui proposent, alors pas côté culture, plutôt côté sport. Moi, dans ma commune, la collectivité propose des balades thématiques. Alors, il y en a sur le thème du patrimoine, d'ailleurs, pour les personnes qui sont inscrites aux activités sportives pour adultes en intérieur et qui, du coup, ressortent. Et c'est vrai que ça me questionne, puisque ça pose finalement la question du hors les murs des musées et finalement des sorties. Est-ce qu'il y a des compléments ou d'autres questions d'ailleurs sur ce sujet d'engagement avec les bénévoles, d'autres témoignages? Oui, Céline, si je peux intervenir sur en prolongement de ce que vient de dire Anne-Marie. Ce que vient de dire Anne-Marie au niveau des amis de musée, c'est sur les activités, je dirais, propres aux amis. Mais dans notre rôle, on a plusieurs rôles, bien sûr, c'est faire connaître les musées et faire revenir les publics. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui va être, auquel les amis, on va réfléchir, c'est-à-dire comment on va pouvoir le mieux possible accompagner les musées pour l'aider à faire revenir des publics qui venaient, qui ne vont plus revenir. Plus le confinement se prolonge et plus on va avoir cette réticence à revenir dans ces lieux qui ont été fermés et, comme je disais tout à l'heure, donc quelque part dangereux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est, je suis peut-être volontairement plus optimiste qu'Anne-Marie, mais c'est normal, au niveau des associations, ils se préparent sur la rentrée. Je pense qu'on devrait avoir une réouverture bientôt des musées, parce que les musées sont de différentes tailles. On ne peut pas comparer un musée comme celui du Louvre avec ses millions d'entrées par an avec des musées qui sont sur le territoire. Les accueils ne sont pas les mêmes, les capacités
Donc, il faudrait qu'on puisse faire et j'espère qu'on va le faire, une distinction entre ces différents musées, que certains puissent rouvrir en fonction de leur contexte d'accueil de salles. Et puis le troisième point aussi. René, c'est pas du tout la position du service des musées de France, c'est tous les musées ensemble, pour l'instant. Oui, mais par exemple, comme tu le disais, le MUSEM laisse ouvert ses jardins, mais des expositions, donc beaucoup de musées sont dans cette situation d'avoir de l'intérieur et de l'extérieur. Donc il peut y avoir aussi des négociations en local ou avec les préfectures, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis la dernière raison d'être optimiste, c'est que quand même, autour de nous, à l'étranger, les musées sont ouverts. Je prends par exemple nos voisins suisses, parce que j'étais encore il n'y a pas très longtemps, les musées n'ont fermé que à la fin du mois de décembre et ont rouvert depuis. Donc il y a visiblement des exemples de conditions de réouverture. J'espère bien sur lesquelles on va pouvoir s'aligner pour réouvrir au plus vite. Donc je serais plutôt volontairement optimiste pour une réouverture des musées progressive, adaptée, mais là dès le printemps. Alors, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention dans l'assistance ou de témoignages? Je pense notamment peut-être à l'écomusée de l'Avesnois ou au musée des sapeurs-pompiers. Je ne sais pas s'ils sont présents. Ils nous avaient apporté quelques témoignages. L'écomusée du Mont-Morillonnais également. Donc, je peux m'en faire, entre guillemets, un petit peu l'écho, même si j'aurais préféré qu'ils interviennent eux-mêmes. Solène, est-ce que tu voudrais intervenir? Je vois que tu es parmi nous, à l'écomusée de l'Avesnois. Tu peux remettre ton micro. Bonjour à tous. Moi, ce serait plutôt pour intervenir pour un retour aussi de témoignage sur comment on a géré le lien avec nos bénévoles. Parce que nous, nos bénévoles sont aussi organisés en fait en communauté avec des centres d'intérêt différents. Donc, par exemple, si je prends le groupe de bénévoles autour du verre, à l'écomusée de l'Avesnois, en fait, on a la particularité d'avoir un atelier de soufflage de verre et nos bénévoles venaient sur un planning le week-end contribuer aussi aux démonstrations. Et c'est vrai qu'avec la fermeture des musées et le stop and go, en fait, depuis le mars 2020, on a dû stopper leurs interventions parce qu'on a mis aussi notre personnel au chômage partiel. Et ils l'ont vraiment mal vécu. En fait, je dois dire que moi, je suis très partagée sur la manière de maintenir le lien. Parce que en fait, ils ne cessent de me poser la même question sur quand est-ce qu'on peut revenir faire des démonstrations à l'atelier. Et en fait, ils ne comprennent pas pourquoi, par exemple, ils n'ont pas repris l'activité verre, alors que par principe, en fait, un souffleur de verre, il souffle sans masque. Donc déjà, on a repris avec un protocole très strict l'activité verre pour non sur du face public, mais sur une activité de production pour avoir une boutique qui soit très bien achalandée et une nouvelle offre en fait de gamme travailler avec notre designer qu'on a à l'interne. Et en fait, nos bénévoles ne comprennent pas en fait pourquoi eux ne peuvent pas venir. Sachant que, voilà, même pour le personnel, ils ont vraiment des contraintes très strictes. Et moi, en tant qu'employeur, j'essaye de limiter au maximum, en fait, les contacts. Et en fait, il y a que nos deux verriers qui travaillent ensemble avec tout un protocole de non-échange des cannes, tout ça. Donc, ça a été assez complexe. Et c'est vrai que aujourd'hui, j'avoue que je ne fais plus de réunions, par exemple, pour l'instant avec les bénévoles, parce qu'en fait, je n'ai pas de réponse à leur apporter pour l'instant. Et j'ai l'impression que ça a suscité, en fait, le maintien du lien jusqu'à présent a suscité plus de frustration que
que de contentement. Donc, c'est vrai que, et même à la reprise de l'activité, j'avoue que je suis assez partagée sur le fait de faire revenir, d'ouvrir l'atelier à des bénévoles. J'avoue que par principe de précaution, j'attendrai un peu ou je demanderai voilà, la preuve d'un vaccin ou ce genre de choses. Voilà, donc c'était plutôt un retour de témoignage pour dire que voilà, les relations avec les bénévoles peuvent parfois être un peu tendues et le contexte vraiment aggrave, je dirais, les choses. Merci de ce témoignage, Solène. Voilà, ton établissement en plus est situé dans une région, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le contexte épidémiologique, la manière dont aussi certaines équipes, peut-être certaines sociétés d'amis de musée ont été touchées aussi par rapport à la mortalité qui est réelle, a touché différemment les régions. Dans un précédent jeudi de la FEMS, on avait pu échanger avec les collègues de l'Est et la manière dont ils nous avaient aussi fait ressentir comment oui, cette expérience avait pu être traumatisante chez des collègues qui ont perdu, dans des équipes qui ont perdu des collègues ou des amis de musée. Donc ça, je pense que c'est un élément aussi important, une charge mentale, voilà, pour lequel il faut qu'on arrive à vivre avec. Et effectivement, tu poses bien la question de l'endroit qui est le nôtre en tant que responsable d'établissement, responsable de RP dans des configurations là aussi qui sont différentes les unes des autres, mais où finalement le bénévole finalement se détermine dans son engagement propre, qui est sa liberté finalement et sa conscience individuelle, vient se confronter au cadre parfois, souvent très normatif qui est celui, on va dire, d'une direction, d'une responsabilité de RP, où l'un des enjeux, et il nous est fortement rappelé par notre hiérarchie, par la présence aussi des CHSCT, des comités d'hygiène et de sécurité, voilà, par des protocoles à mettre en place et à faire appliquer avec des salariés qui peuvent avoir, et c'est à l'image aussi de la société, je pense, soit une grande sérénité, en tout cas pas d'inquiétude, quand d'autres, au contraire, sont très vigilants, comme le disait Kelly Kahn, sur finalement le message global qui nous est donné, qui est celui de rester chez nous et de limiter les interactions sociales. Donc voilà, c'est effectivement un sujet je pense, très complexe et qui suppose alors je crois Kelly Kahn, tu employais le terme de négociation, en tout cas une discussion très fréquente, très régulière, et on peut comprendre effectivement la position qui est la tienne actuellement, la position, le fait de ne pas avoir de réponse à apporter est très complexe, très frustrant. On le voit bien, nous aussi, dans les échanges qu'on peut avoir pour porter les intérêts des adhérents de la FEMS, on n'a pas eu de nouvelles, entre guillemets, par rapport à nos derniers échanges du mois de février. J'ai une main levée de la part de Roselyne Agustin-Trio. Je vous laisse remettre votre micro, peut-être vous présenter pour identifier votre structure, et ensuite François Delouvrier. Oui, bonjour à tous. Oui, je suis la responsable du service des publics au musée des sapeurs-pompiers. Donc, je prends, et je suis désolée, je prends la réunion un petit peu à la fin, mais je pense que c'est important qu'on puisse aussi apporter notre témoignage, sachant que nous, on tourne beaucoup avec nos bénévoles. Donc, bien évidemment, la crise sanitaire a été un moment difficile. Alors, un moment difficile, mais on a eu beaucoup de compréhension de la part de nos bénévoles parce qu'ils savaient qu'ils devaient se protéger. Donc, on a été assez contents, on n'a pas eu trop de tension. Alors, ce qui se passe, c'est que nos bénévoles sont répartis sur 2 sites. Le site, la partie mécanique qui se trouve dans notre réserve, et puis musée. Alors, musée, ça a été un peu la catastrophe puisqu'on est fermé. Et donc, nos bénévoles qui avaient l'habitude de recevoir des publics adultes
eh bien, je les ai un petit peu perdus. Alors, bien que je prenne des nouvelles assez régulièrement, malheureusement, beaucoup sont tombés malades. Alors, pas toujours en lien avec la Covid, hein, c'est surtout le fait que l'éloignement, le fait qu'ils n'ont plus leurs petites habitudes, parce que c'est aussi une histoire d'habitude, hein, au musée des sapeurs-pompiers, c'est de venir, d'échanger avec nous, de prendre du temps, et moi j'en prends depuis 11 ans. Je suis auprès d'eux et je sais que j'ai toujours de très bons retours et c'est comme ça qu'on a pu avancer sur plein d'animations autour des accueils publics. Et là, ça a été vraiment le grand vide, hein, où effectivement, beaucoup sont tombés malades. Et donc, il faut essayer de resserrer un peu les rangs, de faire venir de nouveaux bénévoles. C'est ce qui m'est arrivé avec des jeunes retraités pompiers qui souhaitent réintégrer. Ils ont compris aussi que la relève devait se passer. Et donc, ça, on est très content de les recevoir. Et puis, côté service plutôt collection, j'ai mon collègue, Frédéric Pisinato, qui, lui, continue à garder le lien avec les bénévoles. Alors, bien sûr, ils restent en groupe de 6. Hein, ils ont aussi compris qu'il fallait garder un effectif restreint. La réserve est immense, donc ils ne sont pas les uns sur les autres. Et c'est ce qui permet justement de garder le lien. Alors, de temps en temps, ils viennent à la Duchère pour nous aider sur l'agencement, le réagencement de l'exposition temporaire. Voilà, et on essaye de garder vraiment un lien qui est très important puisque ça nous permet aussi de prendre des nouvelles des uns des autres. Ils sont très éloignés du musée. Généralement, ils sont tous dans la région dans l'Ain, dans le département de l'Ain, de l'Isère, etc. Donc, c'est aussi une prise en compte des kilomètres, c'est une prise en compte. Donc, on est à la fois dans une compréhension. Hein, j'ai bien écouté effectivement le retour de Solène qui, elle avait un peu plus de difficulté à faire comprendre que parfois, voilà, on ne peut pas toujours être accepter même si effectivement on est toujours dans une bonne dynamique, il y a des règles sanitaires qui sont là et on ne peut rien faire. Voilà. Donc, nous, on a cette chance, c'est qu'il y a vraiment une compréhension. Alors, est-ce que c'est le fait qu'ils soient tous des anciens pompiers? Ils sont beaucoup plus sensibilisés aux problèmes, je suppose. En tout cas, voilà pour ce que j'ai à dire sur notre établissement de lien et je reste, voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Merci. Merci Roselyne de ce témoignage. François Delouvrier, vous voulez peut-être encore prendre la parole pour compléter nos derniers échanges? Pour apporter quelques compléments sur la vision qu'on a du futur. Je dirais que d'abord, on navigue à vue. Sur les deux types de publics qu'on a, sur le milieu scolaire, on a été obligé de se roder au cours des 4 ou 5 dernières années à cause des attentats et des contraintes de déplacement des différents groupes scolaires. Ça, c'est à peu près normalisé. Et je disais tout à l'heure que l'activité a repris et continue. Notre calendrier est complètement bousculé parce que le calendrier de l'année était très, très rythmé par la production d'un cahier qui sortait en mars. Ensuite, une expo qui était ouverte à partir de mars-avril et qui durait jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la prochaine expo. Ce lieu d'expo qui est dans la maison de la banlieue elle-même, qui est une salle, a été fermé parce que les choses sont beaucoup trop compliquées et les lieux s'y adaptent pas. Ce qui est dommage, c'est que ça nous avait permis, à l'époque où on était dans des discussions budgétaires un peu compliquées avec nos financeurs, de réduire un peu les effectifs et par contre de mobiliser des bénévoles pour tenir des permanences du samedi à l'expo. Ça a été abandonné pour l'instant. On espère que le site expo plus les visites en extérieur seront possibles à partir de septembre. Nous, on est très liés au calendrier scolaire, donc on est fermé au public au moment de l'été, de mi-juillet à début septembre. Donc contraint à ça, on espère pouvoir reprendre. Et puis, par ailleurs, la directrice, pour maintenir le lien, a décidé de sortir une lettre régulière pour donner des informations, pour montrer que la vie de
de la maison de la banlieue continuait, qu'on faisait tout un travail aussi sur les archives, sur le fonds documentaire et sur la mise sur le site, la mise à jour du site internet et pour continuer à vivre d'une autre manière. Voilà où on en est. Pour l'instant, bon, on navigue à vue, comme beaucoup, et on attend d'avoir les conditions de réouverture aussi. Voilà. Merci de ces compléments, voilà, avec une forme de convergence finalement dans les orientations que vous voyez, voilà, sans doute avec un décalage selon l'objet effectivement de la relation aux adhérents, mais en tout cas avec cette question de l'été quand même qui se profile comme cap, en tout cas, je ne sais pas si on peut appeler pour porte de sortie, mais en tout cas comme élément de motivation. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention peut-être, on va dire, dans les participants ou de retour d'expérience par rapport à l'engagement de vos bénévoles ou de sociétés d'amis de musée, de questionnement peut-être aussi que vous souhaiterez que la FEMS porte pour vous? Alors, Monsieur Michel Durand, je vous laisse aussi vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le président de l'association des Amis du Musée de Bourgoin-Jallieu, et qui est adhérente à la Fédération française des sociétés d'amis de musée, dont je suis le président et la vice-présidente. Donc, si vous voulez, pour ce qui nous concerne, le musée de Bourgoin-Jallieu est un musée qui a fêté ses 90 ans en 2019. Qui, comme l'ensemble des musées aujourd'hui, est fermé, même si depuis la fin de l'année, la boutique est ouverte, ce qui est un peu paradoxal, mais comme c'est un magasin, il a, lui, la possibilité d'ouvrir alors que l'ensemble des installations du musée sont fermées. Donc nous, si vous voulez, on a essayé, je dirais, on a essayé de développer l'action autour de deux axes pendant toute l'année 2020 et encore aujourd'hui. Le premier axe, c'est de maintenir un lien étroit entre les responsables de l'association et l'équipe du musée, qui a continué à travailler sur place. Et puis le deuxième axe a été de travailler sur la relation avec les bénévoles, avec les membres de l'association. Alors, comme je pense dans beaucoup d'associations, nous avons des adhérents qui sont pas tout à fait de la première jeunesse, donc public fragile, souvent craintif par rapport à la maladie. Donc, on a pu utiliser, je dirais, à la fois le numérique, puisque nous avons en 2019 ouvert une page Facebook aux Amis du Musée que nous avons utilisée depuis pour essayer de communiquer à la fois sur ce qui pouvait se passer au musée et un certain nombre de choses qui donnaient un certain nombre d'informations qui pouvaient intéresser nos adhérents. Et puis, on a également utilisé, je dirais, le format épistolaire. Donc, on a eu l'occasion de faire au moins deux lettres importantes par leur volume à l'ensemble des adhérents, que l'on a profité également de diffuser à des associations, à d'autres associations culturelles qui interviennent sur la ville et à un certain nombre de personnalités, ce qui était une façon de dire que le musée était toujours là, qu'il se passait un certain nombre de choses quant aux collections et quant à la préparation de l'avenir. Et puis, je dirais, à la fin de l'année dernière, on a profiter d'une offre qui était faite par la ville de Bourgoin-Jallieu
de tenir une boutique éphémère dans la rue piétonne où il y avait beaucoup de magasins qui étaient inoccupés. Et donc, les amis du musée ont tenu une boutique éphémère pendant une semaine dans cette rue piétonne, en proposant, alors à la fois à nos adhérents, mais à tous les visiteurs et à tous les gens qui passaient dans la rue piétonne, à la fois des produits que nous avions, nous, en tant qu'association, et qui sont essentiellement des livres que nous avons édités au cours des dernières années. Et puis, nous avions acheté un certain nombre de produits à la boutique du musée que nous avons proposés, et ça a permis de faire rentrer un peu d'argent à la fois au musée et dans les caisses de l'association. Et donc, pour le moment, nous sommes avec le musée, avec qui nous travaillons en parfaite intelligence, nous essayons d'avoir des projets communs, même si à certains moments, on est obligé de les annuler ou de les reporter. On avait programmé un certain nombre de conférences que l'on n'a pas pu tenir, puisqu'on n'a pas accès aux salles municipales et qui ne peuvent pas recevoir du public aujourd'hui. Voilà, si vous voulez, ce que je peux dire. Alors, on a aussi un certain nombre de projets sur la remise en état d'un métier à tisser. Donc là, ça concernera un petit nombre de personnes, et ça se fera dans les réserves du musée. Alors, on a aussi une spécificité en tant qu'association, puisqu'on gère une bibliothèque très importante, qui est une bibliothèque plutôt d'histoire du droit et d'histoire des religions, qui nous est parvenue grâce à 2 legs il y a une 50aine d'années. Et on a un certain nombre de personnes. Cette bibliothèque est à l'intérieur du musée, et on a un certain nombre d'adhérents qui sont des passionnés d'histoire. Et le modus vivendi qu'on a trouvé, c'est que les chercheurs peuvent venir consulter les ouvrages sur place, et on devrait déboucher là, dans les jours qui viennent sur une édition, l'édition d'une recherche qui a été faite au cours de l'année écoulée. Merci de ce témoignage. C'est vrai qu'on arrive tranquillement vers la fin de notre temps d'intervention. Il nous reste encore 5 petites minutes si certains ont envie de compléter ou de prendre la parole. Je vais essayer, moi, de rassembler en quelques mots, finalement, ce que nous nous sommes dit et qui me semble à la fois très divers, très riche. Vous nous avez fait part les uns les autres de vos actions dans le lien à entretenir la relation avec les sociétés d'amis, avec les bénévoles. Donc, nous sommes grés à René et Anne-Marie de nous avoir partagé, je pense, des éléments d'un point de vue macro, d'un point de vue national, étayés en même temps de chiffres très concrets. Et pour moi, alors je ne dirais pas que c'est une découverte, mais je trouve que cet éclairage du fait qu'il y a une participation forte sur la prise en main à la fois des outils numériques et sur la capacité finalement à développer aussi une offre et à s'intégrer dans cette offre culturelle, elle est plutôt réjouissante en tout cas. Il faut bien se réjouir des éléments positifs, même s'ils sont ténus. Ce que j'ai également retenu, et je pense que c'est là-dessus qu'il nous faut porter ensemble d'ailleurs, nos 2 fédérations, auprès du ministère et notamment de la COFAC, de l'importance du rôle social qu'ont nos musées, particulièrement les musées de société. On pourrait dire tous les musées, mais effectivement, dans les musées de société où les bénévoles sont très impliqués, sont souvent à l'origine de la création de l'association, ce lien, il est très important. Donc, dans une perspective aussi de long terme, finalement, c'est comment on arrive à renormaliser une relation et avec quel protocole. Alors, Kelly Kahn
n'a pas évoqué la notion de passeport de vaccination, de passeport sanitaire, mais on voit bien que derrière les éléments sécurisants, il y a cette question de la vaccination, il y a cette question de la pédagogie. Solène Rouault nous parlait parfois des difficultés de compréhension de certaines personnes, et il y a vraiment cette question de la médiation et de la discussion, c'est-à-dire il faut qu'on accompagne nos bénévoles, et ça peut prendre du temps. Voilà, cet accompagnement, là aussi, c'est une question de priorité à déterminer ensuite dans la manière dont nous allons revenir vers les publics. Je pense que ça va être une vraie question pour nos sujets, pour nos musées. Souvent, on a cette générosité d'aller vers tous les publics, mais ça sera une vraie question. Est-ce qu'on va identifier certains publics comme plus prioritaires? Dans un précédent Jeudi de la FEMS, on avait pu développer avec les médiateurs et notamment sur la question du hors-les-murs, la mission éducative de nos musées et l'importance aussi de proposer et de développer les interventions en classe, ce que beaucoup de nos structures font. Mais on pourrait aussi s'interroger sur finalement ce lien. Alors peut-être qu'on peut coupler les deux d'ailleurs sur des projets intergénérationnels, sur le lien avec les populations qui ont été les plus fragilisées dans cette crise, qui sont parfois seules. Hein. Kelly Kian ou Isabelle, je crois, parlaient justement de ce moteur de vie finalement qui est la venue au musée, qui pour certaines personnes constitue finalement l'un des éléments majeurs finalement de leur vie. Voilà, donc c'est un ensemble effectivement de questionnements, de retours d'exposition qui sont très riches. Je pense qu'on aurait vraiment intérêt les uns les autres de synthétiser, y compris pour nos partenaires institutionnels, les éléments dont nous avons pu échanger. Donc si nos intervenants veulent bien en 4-5 minutes nous faire un retour, je pense que ça sera précieux pour faire remonter aussi ces éléments d'information et encore appuyer auprès du ministère cette notion d'essentiel, puisque je pense que c'est là-dessus que je conclurai notre échange de ce jour. Je pense qu'on a tous beaucoup souffert et on souffre encore de cette différence qui a été établie par le gouvernement entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Voilà, notre ministre de la Culture aujourd'hui est en Bretagne, elle est même à Rennes. Nous l'avons appris hier soir. Je crois qu'elle rencontre un certain nombre de structures culturelles. Et j'ai appris que le secteur des musées en Bretagne était représenté par quelqu'un qui devrait d'ailleurs intégrer la FEMS prochainement, Solène Bouennec, qui est responsable du musée Bigoudin à Pont-l'Abbé et par ailleurs très présente aussi dans un autre secteur associatif qui est celui des cercles celtiques. Donc on espère tous qu'elle sera portée, alors en 2 minutes top chrono, la voie de la réouverture de nos établissements culturels. En tout cas, je remercie très chaleureusement l'ensemble des intervenants bénévoles et professionnels qui nous ont livré aujourd'hui leurs témoignages. Leurs questionnements, leurs doutes aussi. Et puis, je vous invite à participer au prochain jeudi de la FEMS dont la thématique, Marjolaine, si vous voulez bien nous la rappeler. Alors normalement, ce sera sur les collectes participatives. Donc voilà, on a plusieurs exemples au sein du réseau de musées qui ont engagé des collectes, que ce soit en lien avec mémoire du confinement ou autres thématiques d'ailleurs. Voilà, donc ce prochain jeudi, rendez-vous le jeudi 1er avril. 1er avril. Voilà, à très bientôt et très bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.